Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors, vous êtes dans une grande école de commerce. Moi, quand j'étais gamin, je foutais rien à l'école, je m'emmerdais. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas à ma place. Quand j'étais adolescent, je voulais être prêtre. Pendant 2 ans de ma vie, entre 12 et 14 ans, je voulais être prêtre. Je suis issu d'une famille catholique du nord de la France et j'étais très marqué par les valeurs qu'on m'a enseignées enfant. Non pas que je voulais finir dans une église ou dans un monastère, mais les valeurs de partage enseignées par la religion m'ont beaucoup marqué. À l'époque, je voulais éradiquer la pauvreté dans le monde. C'était un des objectifs que je m'étais donné. Je n'y suis pas franchement parvenu. Mais pendant 2 ans, je voulais être prêtre et je peux vous dire que c'est assez contrariant quand vos copains veulent être pilotes de course ou architectes, vous dire moi j'ai envie d'être prêtre. J'osais pas le dire. Et puis ça m'a passé. Après, je me suis aperçu qu'à côté de Jésus-Christ, il y avait un autre truc qui était sympa aussi, c'était les jeunes femmes. Et donc pendant quelques mois, j'étais balancé entre les deux. Pendant un certain temps, j'ai pensé que peut-être je pouvais convaincre l'Église d'accepter le mariage des prêtres, mais ça non plus, ça n'a pas marché. Donc j'ai un peu abandonné mon idée, et puis j'ai suivi mes études, toujours sans bosser, jusqu'au jour où il m'est arrivé pas mal d'aventures qui m'ont fait évoluer vers ce que j'ai créé aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous connaissez l'inventeur du kitesurf ? Qui connaît l'inventeur du kitesurf ? Personne ? C'est moi. Quand j'avais 15 ans, donc quand la prêtrise m'était passée, j'avais dans le nord de la France, mes parents avaient une maison à la mer, et donc j'avais le paysage devant moi, donc c'était la plage. Sauf que régulièrement en vacances, j'avais un de mes cousins que j'aimais pas du tout. Alors, je le citerai pas parce que s'il me voit, mais j'étais pas très pote avec un de mes cousins Germain. Et mon cousin Germain passait son temps sur la plage avec un énorme, il avait 2 ans de plus que moi, avec un énorme cerf-volant. Et puis il jouait au cerf-volant et ça gâchait mon paysage parce que moi j'avais la mer devant et puis j'avais mon cousin que je n'aimais pas qui était juste devant, ça m'énervait. Et un jour je me suis dit mais si je lui mettais une planche sous les pieds, il serait tiré par le vent et il dégagerait de mon paysage. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, dans le Nord, la famille Mullier, Auchan, Décathlon, etc., je me suis dit, mais on pourrait peut-être en fait inventer ce produit. Un cerf-volant, une planche, on met ça sur l'eau, puis on est tiré, ça pourrait être vachement amusant. Et pendant des mois, je me suis dit, tiens, comment on pourrait construire ce truc-là, etc. Et puis, j'avais pas réussi à régler le problème de la direction, parce que j'arrêtais pas de me bloquer sur un gros problème, qui était de dire, bah oui, mais si on est embarqué au large, on ne sait plus revenir. Mais ça m'a travaillé longtemps. Et puis après, je suis passé à autre chose. Ouais, je change souvent mes idées. Jusqu'au jour où j'ai découvert le premier kitesurf. Et le jour où j'ai vu le premier kitesurf, je me suis dit, merde, putain, c'est moi qui l'avais inventé. Vous l'avez compris, je n'ai pas inventé le kitesurf. Dans ma tête, j'ai inventé. Et ça a été l'une de mes premières grandes frustrations de ma vie. De me dire que j'avais inventé un truc qu'un autre mec que moi a inventé en vrai. Et je me suis dit que je ne me ferais pas avoir une deuxième fois et que si j'avais une autre occasion comme ça, une bonne idée, cette fois-ci, je le ferais. Et en fait, ce jour-là, donc à 15 ans, je me suis aperçu aussi que j'étais un peu entrepreneur au fond de moi. Et entrepreneur, on l'a dit déjà ici, entrepreneur, c'est trouver une idée. Et trouver une idée, c'est pas toujours aussi évident que ça. Moi, la mienne, je l'ai trouvée au final à 41 ans. En fait, trouver une idée quand vous êtes entrepreneur dans l'âme, c'est un peu comme, et ça c'est une expérience que vous avez tous vécue, c'est quand vous visitez un appartement, vous cherchez un appartement, vous allez en visiter 50, ce sont que des daubes, ils sont tous moches, c'est horrible, là vous êtes obligé de dire qui est bien parce qu'il y a 10 personnes qui attendent dehors, mais en fait les appartements sont moches, et le 51e, vous avez à peine ouvert la porte que vous savez que c'est celui-là. Vous avez vécu ça. Et moi c'est l'entrepreneuriat c'est un peu ça, et moi c'est ce qui m'est arrivé en 2006, quand j'ai rencontré au Tadjikistan Madame Karimov. Madame Karimov, c'est une bénéficiaire de microcrédit. J'ai été banquier pendant 12 ans, banquier de gestion de fortune, je m'occupais de gens très fortunés. Et j'ai eu la chance de rencontrer Madame Karimov, une bénéficiaire de microcrédit, une femme à qui on prêtait 350 € pour développer sa petite activité d'autosubsistance. Sortir de la pauvreté, faire vivre toute sa famille. Moi, je travaillais dans des banques de gestion de fortune dans les beaux quartiers de Paris, boulevard Haussmann. Je m'occupais de gens qui ont entre 1 et 100 millions d'euros. Et je me suis retrouvé devant Madame Karimov qui, pendant 1 heure, d'abord, elle m'a accueilli comme ça. Elle m'a accueilli à pieds nus, ça m'était jamais arrivé avec mes clients.
Et pendant 1 heure, elle me faisait sourire jusqu'aux oreilles et elle me remerciait toutes les 3 minutes du crédit de 350 € qu'on lui faisait. Jamais un de mes clients fortunés ne m'avait remercié du bon travail que je faisais dans des banques de gestion de fortune. Et ça a été ma grande claque. Et surtout, après être revenu du Tadjikistan, j'ai découvert sur un article de journal, un article de Courrier International, j'ai découvert un article sur le site internet Kiva. Je ne sais pas si vous connaissez Kiva, un site de financement participatif de microcrédit. Et ce jour-là, ça a été, moi, ma 51e porte. Ce jour-là, je me suis dit, merde, ce site internet est génial. J'ai vu Madame Karimov il n'y a pas très longtemps. J'adore cette histoire du microcrédit, cette finance du sourire, cette finance fondamentalement utile. Et je vais lancer mon entreprise à moi. Ça y est, mon kitesurf, je le tiens. Je vais lancer un site de financement participatif de microcrédit. Et c'est comme ça que l'histoire de Babylone a démarré. J'ai lancé donc Babylone, qui est devenu le plus gros site européen de crowdfunding de microcrédit, le deuxième plus gros après les Américains. Ils sont 50 fois plus gros que nous, mais néanmoins. Et surtout, quand j'ai lancé Babylone, je me suis dit, Kiva, l'américain, c'est une ONG, c'est une association qui traite d'un sujet d'intérêt général, le microcrédit, l'éradication de la pauvreté, etc. Moi, c'est pas mon truc. Je vous l'ai dit, j'avais envie de créer une start-up, j'avais envie de créer une entreprise, et je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas créer ce truc-là sous forme d'une start-up? Ce qu'on appelle aujourd'hui une start-up sociale. Aujourd'hui, vous connaissez le sujet de l'intérêt général, le sujet de la précarité, de la pauvreté. Qui s'en occupe aujourd'hui? C'est l'État, c'est les associations, c'est le monde de l'économie sociale et solidaire. Le monde de l'économie sociale et solidaire, l'État-providence, c'est aujourd'hui 10% du PIB en France. C'est 13% des emplois des salariés qui s'occupent de traiter des problématiques d'intérêt général, l'exclusion, la pauvreté, la précarité, etc. C'est l'État qui subventionne les associations, 1 100 000 associations en France qui sont subventionnées par l'État par de la défiscalisation. Ce sont les entreprises d'insertion. L'État paye des subventions pour permettre à des entreprises d'insérer des gens en situation d'exclusion. Ce sont les coopératives, ce sont les fondations. C'est tout cet univers de l'économie sociale et solidaire, un univers énorme, engagé, militant, passionnant. C'est ce monde qui traite l'intérêt général. Ce ne sont pas les start-up. Mais moi, je ne me retrouvais pas dans ce monde-là. Je voulais créer ma start-up sur un sujet d'intérêt général, le microcrédit. Eh bien, quand j'ai vu qu'il va en ONG, je me suis dit non, moi je ne veux pas faire une ONG, je veux faire ma start-up. Et je me suis dit que peut-être qu'avec cet outil de crowdfunding de microcrédit, on pouvait en faire une start-up. Et c'est comme ça qu'on a créé une start-up sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up sociale? C'est une entreprise commerciale, comme les autres, qui doit trouver son modèle économique, qui doit trouver son marché, qui doit trouver son marketing, qui doit trouver ses clients, qui doit trouver sa rentabilité, sa pérennité, qui va peut-être se valoriser un jour, qui vaudra quelque chose, mais qui surtout va s'emparer d'un sujet d'intérêt général. Et c'est ça qui fait la différence avec une autre start-up. Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que les start-up sociales sont probablement l'une des solutions à l'avenir du traitement de la solidarité en France. Tout ce monde de l'économie sociale et solidaire souffre beaucoup aujourd'hui. Les subsides de l'État n'arrêtent pas de baisser, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors qu'en face de ça, les problèmes de la précarité, l'élévation du niveau de la pauvreté, etc., les problèmes en France ne cessent d'augmenter avec un État qui a de moins en moins d'argent à affecter au monde de l'économie sociale et solidaire. Comment faire? Eh bien, je suis convaincu que ces start-up sociales, qui ne demandent rien à personne, si ce n'est que de trouver leur marché, eh bien, sont capables de prendre le relais du traitement de l'intérêt général, en tout cas le relais d'une partie du traitement de l'intérêt général. Alors vous allez me dire, c'est sympathique, mais c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est des modèles économiques compliqués, mais le jour où on arrivera à développer plus qu'aujourd'hui les start-up sociales, aujourd'hui il y en a, allez, je vous ai dit 1 100 000 associations en France, il y a 30 start-up sociales. Il y en a que vous connaissez. Au-delà de Babylone, des entreprises comme Hello Asso, Microdon. Vous avez plein de petites start-up qui émergent de la part de jeunes diplômés comme vous qui veulent créer une entreprise. Qui veut créer une entreprise ici? D'accord.
Un tiers, peut-être. Eh bien, on a plein d'étudiants aujourd'hui qui veulent créer des entreprises, des petites startups sociales, des boîtes qui vont faire des visites touristiques à Paris par des SDF, des épiceries solidaires qui peuvent être rentables avec un petit modèle économique. Tout un tas de nouveaux modèles qui émergent. Il y en a 30 aujourd'hui. Je suis sûr que dans les années qui viennent, on pourrait avoir des milliers de startups sociales qui s'occupent de l'intérêt général sans rien demander à personne. Formidable moyen de traiter, plus encore qu'aujourd'hui, des questions d'intérêt général par des startups. Mieux, formidable pour l'État. Développer les startups sociales, c'est traiter un sujet d'intérêt général sans que ça coûte un centime. Parce que les startups trouvent leurs financeurs, trouvent leur modèle économique. Donc c'est une aubaine incroyable pour l'État. C'est une aubaine aussi pour vous. Le tiers d'entre vous qui veut créer une entreprise, on n'arrête pas de nous parler de la génération X, Y, Z, etc. Mais moi, j'ai envie de penser à une autre génération, la génération S, la génération des jeunes qui veulent donner du sens à leur carrière, du sens à leur vie, et qui en même temps ont envie de créer une entreprise. C'est un mariage parfait. J'ai envie de vous proposer, soyez une génération S, soyez une génération sociale, mais surtout une génération d'entrepreneurs sociaux au sens start-up social. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez, on est peu de choses dans la vie, et le fait de pouvoir concilier la passion, l'intérêt général avec l'entrepreneuriat, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de mieux. C'est absolument passionnant. Je me dis souvent, quand je vois on est peu de choses, l'autre jour, Baptiste est un jeune de 33 ans qui a travaillé 3 ans chez Babylone. Il est décédé d'une crise cardiaque. On est allé à son enterrement la semaine dernière, et je me dis que la vie est fragile. Et souvent, je me dis, quand je roule à 80 km à l'heure avec mon scooter pour ne pas arriver en retard à Liesseg et que je manque de mourir sur le périph', quand je suis fatigué, parce que développer une start-up sociale, c'est fatigant, comme tous les projets qu'on peut mener dans la vie, je me dis, mais est-ce que je suis prêt à partir ? Et chaque fois, la réponse qui me vient en tête, c'est la même, c'est dire non, j'ai pas encore assez apporté ma pierre. Eh bien, je vais continuer à apporter ma pierre en développant Babylone, en créant d'autres startups sociales. Et vraiment, je vous invite à réfléchir à ce joli sujet. Soyez des start-upers sociaux, c'est une vie passionnante. Et je vous invite à vous lancer là-dedans, peut-être vous aussi, avec nous. Merci beaucoup.